Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Canada et les Pays-Bas. Les deux diplomates étaient chez le vice-président de la République avec Timoko Melie-Koné. Ils ont parlé du soutien de leurs pays respectifs dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis l'accent sur la formation des jeunes, la promotion du cacao ivoirien et l'amélioration des revenus des producteurs. Fin de la 10e édition de la CGC Academy, la Côte d'Ivoire a présenté tous les secteurs d'investissement. Les participants ont édifié sur les opportunités et les partenariats possibles. Le rendez-vous a permis de construire des synergies entre les entreprises dans les domaines tels que l'agriculture, l'agro-industrie et les services. Le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes. La Côte d'Ivoire a engagé la lutte à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara. Plus de 1000 personnes ont bénéficié de soins. Dans le dossier à suivre, on verra comment fonctionne ce centre et la prise en charge des malades. Et puis la première dame remet un mini-car au centre de réinsertion des mineurs de Bouaké. Un don de Dominique Ouattara qui permettra de garantir l'épanouissement des enfants tout en leur offrant une insertion socio-professionnelle. Le vice-président de la République a reçu les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas. À l'issue de la rencontre, les deux diplomates ont indiqué avoir échangé avec Timoko Melie-Koné du renforcement de la coopération. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Respectivement, ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas, Anderson Blanc et Yvette Daoud ont tour à tour échangé avec le vice-président de la République ce vendredi au palais présidentiel. Selon le diplomate canadien, l'entretien avec le vice-président Timoko Melie-Koné s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations bilatérales sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant à divers niveaux. Nous avons échangé sur le fait que notre relation, c'est vraiment personne à personne, et ça se définit dans le leadership de la Côte d'Ivoire, le leadership régional, le leadership économique et aussi le leadership en termes lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme, donc l'égalité des genres. On a aussi parlé sur le point de la sécurité, qui est un thème très important pour nous. Et encore une fois, on voit l'Académie de Jacquesville, le leadership de la Côte d'Ivoire, et on veut aider, on collabore à ce niveau-là et on veut aller encore plus loin. Donc, on veut vraiment participer, collaborer, des relations gagnantes-gagnantes au niveau économique, mais au niveau aussi de la sécurité, au niveau aussi du développement, que ce soit au niveau des étudiants qui vont aller étudier au Canada, qui vont acquérir des compétences et ensuite revenir faire profiter à la Côte d'Ivoire ces compétences pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Quant à la diplomate des Pays-Bas, elle dit être venue rendre une visite de courtoisie au vice-président. Visite qui, pour elle, a été l'occasion d'exprimer l'intérêt que les Pays-Bas attachent, notamment à la culture du cacao ivoirien, l'un des meilleurs sur le marché. Le vice-président a été gentil de me recevoir en visite de courtoisie ce matin. Donc, je lui ai parlé de certaines choses qui sont importantes pour les Pays-Bas. Je lui ai raconté que nous sommes le premier pays dans le cacao en Côte d'Ivoire. Le cacao d'ici vient chez nous. On a un grand intérêt à travailler surtout aussi avec les producteurs de fèves de cacao. En outre, je lui ai parlé d'un système anti-palu qui a été inventé par une entreprise néerlandaise et testé autour de Bouaké, qui donne 40% de moins de palu qu'on peut installer dans les maisons. L'ambassadeur des Pays-Bas a par ailleurs ajouté que ce genre de visite est la preuve que son pays reste déterminé à toujours œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Et la 10e édition de la CGC Academy referme ses portes ce vendredi à Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi y était aujourd'hui. L'occasion pour le pays de présenter ce qu'il a de meilleur afin de susciter des investissements. Le rendez-vous a permis de saisir les opportunités et explorer des partenariats. Le processus de réforme du système de gestion des finances publiques est enclenché depuis quelques années. Des renforcements des capacités sont initiés. Les parlementaires ne sont pas en reste. Les députés et sénateurs sont en formation à Yamoussoukro, une initiative de la Cour des comptes de la capitale politique. Le reportage de Kader Sogodogo.
Des parlementaires outillés et aptes à bien jouer leur rôle de contrôleur des comptes de l'État et voter le projet de loi de règlement. C'est tout le sens du séminaire initié par la Cour des comptes à l'intention des députés et des sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières des différentes chambres. Le présent séminaire a donc pour objectif essentiel d'amener les membres des commissions des affaires économiques et financières du Parlement à s'approprier le rapport sur l'exécution de la loi des finances et le rapport d'audit des performances des programmes qui accompagnent le projet de la loi de règlement au titre de l'année 2021. Le rapport d'exécution de la loi de finances et le rapport d'audit de performance des programmes sont le centre d'intérêt de cette formation. Un renforcement de capacité qui vient à point nommé. La bonne gouvernance est une réalité en Côte d'Ivoire, rassure Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. En tant qu'acteur majeur du processus budgétaire, nous avons un rôle de premier ordre à jouer dans la mise en œuvre de la volonté du gouvernement de faire de notre pays une référence en matière de bonne gouvernance. Nous devons montrer que la culture du résultat et de la transparence est possible en Côte d'Ivoire et est une réalité pour l'ensemble des acteurs de la gestion des finances publiques. La Cour des comptes pour ce séminaire bénéficie de l'appui technique et financier de Expertise France avec le soutien du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de la Côte d'Ivoire. Le président du groupe de la Banque islamique de développement et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture ont visité des plantations. Ils étaient dans la région du Sud-Comoé où est installée une unité agro-industrielle. Le président de la BID a eu une idée du potentiel agricole de la Côte d'Ivoire. On le voit avec Ejana Toubé. C'est avec plaisir et émerveillement que Dr Mohamed Souleymane Al-Jasser, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Koubina Kwassa Djoumani, a découvert le complexe agro-industriel d'Eyania, dans le département d'Abouasso, au milieu d'immenses plantations de palmiers à huile. Nous avons fait tout le process au niveau de la transformation avec les dérivés qui en découlent et nous avons compris que avec le palmier à huile, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Depuis l'extraction de l'huile, en passant par le tourteau qui peut servir également d'alimentation pour les animaux, et puis de l'huile aussi pour le cosmétique. Il y a aussi du tourteau qui peut servir à faire du bio-énergie, donc de l'énergie renouvelable. Une visite découverte guidée à laquelle ont pris part les responsables de la structure, ainsi que le directeur général du conseil EVIAC Palmier à huile et le président de l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile AIPH. La chaîne de production des graines de palme et le processus de leur transformation en huile ont été expliqués aux hôtes. Ils ont également visité les pépinières de palmier à huile et participé à une opération de planting d'arbres aux abords de la relique forestière d'Eyania. Le président du groupe de la Banque islamique de développement s'est fait une idée de l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre le changement climatique, moderniser son agriculture et en tirer une plus-value par la transformation des produits qui en sont issus. To see this very impressive plantation. Il a été impressionné par tout ce qu'il a vu sur le plan production, récolte. Il est satisfait de tous les résultats qu'il a vus sous les yeux. Il était aussi ravi de planter un arbre. Il dit que ce type de plantation est un exemple de développement dans le domaine de l'agriculture pour la prospérité des citoyens, de la population et du pays. Les plantations de la palme à Eyania représentent à elles seules 11 500 hectares de palmiers à huile. L'unité agro-industrielle installée dans ce village reçoit également les productions de planteurs individuels. Palmsi produit plus de 280 000 tonnes d'huile de palme brute par an. Et le groupe Auchan et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny signent une convention. Ce groupe est spécialisé dans la grande distribution. L'engagement permettra à la jeunesse de s'insérer dans le tissu socio-professionnel grâce aux formations offertes. Issa Tionayeo. Cet accord offre une chance aux jeunes diplômés en quête d'un premier emploi. L'objectif étant de se rapprocher le plus possible des populations. Donc aujourd'hui, nous arrivons à une phase importante où nous allons sceller cette collaboration entre l'INPHB et le groupe Auchan. Plus de 50% de nos effectifs à moins de 25 ans.
et quasiment le reste en a moins de 35. Donc on est à fond derrière l'emploi des jeunes. Notre mission, notre ADN, notre projet de sens autour de l'employabilité, des diplômes, la capacité à ce que demain, toute cette jeunesse émergente soit un vrai talent, une vraie fierté pour la Côte d'Ivoire. Kandia Kamara, maire d'Abobo, le ministre du Commerce et de l'Industrie se réjouissent de ce partenariat qui vise à aider la jeunesse ivoirienne. Partenariat qui met à disposition des formations qualifiantes dans des métiers à grande potentialité. Et l'aspect de la formation également est à saluer par rapport à ce partenariat entre l'INPHP et le groupe Auchan, et également à travers l'école de commerce et de gestion, pour pouvoir faire en fait de l'alternance en termes de formation pour ces jeunes Ivoiriens. Mieux, la signature de convention portant sur la licence professionnelle en alternance avec Auchan et l'INPHB sera le début de la formation diplômante de nos jeunes au métier de la grande distribution dans une grande école de référence, l'INPHB. Ainsi, ils pourront être insérés dans le tissu socio-professionnel et se prendre ainsi en charge. Souleymane Tiarasouba a effectué une visite dans le magasin de distribution. Ce supermarché aidera les populations de la commune d'Abobo à accéder à des produits locaux à prix bas. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours férié, le mardi 1er novembre 2022, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. La première dame offre un véhicule minicar au centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, un don de Dominique Ouattara pour garantir l'épanouissement des enfants tout en offrant une insertion socio-professionnelle. Astou Touré. Un véhicule flambant neuf pour le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, don de la première dame Dominique Ouattara. Cette action pour contribuer à la protection des tout-petits tout en veillant à leur bien-être et surtout leur réinsertion dans le tissu social. Ce véhicule également permettra d'assurer la mobilité des pensionnaires. Il y a quelques mois, à la faveur de la journée de l'enfant africain, Madame Dominique Ouattara dotait ce centre d'un véhicule. Ce jour, Madame la Première Dame fait à nouveau la preuve de son immense générosité et de son souci constant du bien-être des enfants en offrant un minicar au centre de réinsertion des mineurs pour assurer la mobilité de ses pensionnaires. Madame la représentante de la Fondation Children's of Africa, je vous prie de traduire à Madame la Première Dame toute notre gratitude pour ses actions en faveur de la protection des enfants. Vous voudrez également lui faire part de notre détermination à poursuivre à ses côtés le combat de l'épanouissement des enfants. La protection des mineurs est une préoccupation constante du gouvernement. Cette protection, qui revêt plusieurs formes, vise à garantir leur plein épanouissement. Après avoir réitéré ses remerciements à l'endroit de la Première Dame pour ce geste hautement symbolique en faveur des mineurs, le minicar a été remis des mains du garde des Sceaux à la directrice de la promotion des droits de l'enfant et de la jeunesse. C'est une joie renouvelée pour moi de recevoir ce jour, au nom de ce centre de réinsertion, un tel véhicule. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, ces appuis institutionnels importants au ministère de la Justice ne sont que la résultante de votre leadership et de votre management à la tête de ce département ministériel. Avant de prendre congé, le garde des Sceaux a exhorté les récipiendaires à faire bon usage du présent reçu.
Le ministre des Transports était ce matin dans la commune de Port-Boué. Amadou Koné a rencontré les populations impactées par le projet de construction du métro d'Abidjan. Des échanges qui ont permis d'annoncer les nouvelles mesures pour la mise en œuvre du projet dans les délais. Une rencontre suivie d'une visite du chantier, comme vous le voyez sur ces images. 95%, c'est le taux d'exécution de libération du site. Et tous ces grands projets facilitent une urbanisation maîtrisée et durable. La Côte d'Ivoire mise sur un partenariat entre le secteur privé et les élus locaux. Cette collaboration vise à gérer la structure physique de nos villes et améliorer les conditions de vie dans les localités. Toutes les parties sont réunies donc à Abidjan pour trouver des solutions. Des détails avec l'Anciné Bakayoko. Face aux enjeux multiples de l'urbanisation mal maîtrisée, les autorités gouvernementales et municipales sont en première ligne. La problématique, c'est de déterminer comment faire face à l'augmentation de la population urbaine, notamment en matière d'accès aux services de base et surtout de logements abordables, tout en limitant le plus possible l'impact sur l'environnement. Pour que l'urbanisation soit maîtrisée, il faut qu'il y ait une volonté d'anticipation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les populations s'installent avant que les infrastructures d'assainissement, de drainage et de réseaux de voirie arrivent. Selon les experts, la planification de l'aménagement du territoire et de la fourniture des services essentiels constitue le volet le plus crucial si l'on veut parvenir à une croissance urbaine efficiente, propre et solidaire. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de planification urbaine, mais aussi de mobilisation financière. La nécessité de trouver de nouveaux moyens de financement des infrastructures faisant partie intégrante des défis. L'important, c'est de commencer à voir les villes comme des entités économiques. Donc des entités qui ont des obligations, qui ont des missions, etc. Mais des entités qui peuvent disposer d'un patrimoine, qui ont un actif et qui ont une capacité de lever des financements, d'avoir des ressources propres, donc de rembourser des emprunts. Se prémunir des modèles de développement non durables, certes, mais définir clairement les droits de propriété, déterminer la valeur du foncier, de manière à vulgariser le crédit bail. Les municipalités doivent commencer à tous les niveaux à déployer une politique d'urbanisation résolument tournée vers l'avenir. Et je vous le disais il y a quelques instants, la 10e édition de la CGC Academy a refermé ses portes ce vendredi à Abidjan. Le Premier ministre Patrick Kachi y était. L'occasion pour le pays de présenter ce qu'il a de meilleur afin de susciter des investissements. Le rendez-vous a permis de saisir les opportunités et explorer des partenariats. Alexis Ouedraogo. Pour la cérémonie de clôture de cette 10e édition de la CGC Academy, le pays présente au monde son potentiel économique autour du thème « Investir en Côte d'Ivoire ». On a affaire à un pays qui a une résilience face aux chocs extérieurs et qui est un pays attractif. Santé, commerce, industrie, information, communication, numérique, construction, l'attractivité est notable dans tous les secteurs. Nous sommes un pays relativement jeune. La dynamique urbaine, elle a été surtout renforcée au cours des 10 dernières années. Et donc, il y a encore des besoins relativement importants dans toute la chaîne d'approvisionnement du secteur de la production de bâtiments et de logements. Pour ce qui concerne les infrastructures industrielles, en termes d'opportunités, c'est bon de savoir que sur Abidjan, nous avons une zone industrielle que nous appelons Abidjan PK24 de 1000 hectares. Sur San Pedro, c'est une zone industrielle de 500 hectares. Fekese-Dougou, environ 500 hectares. Yamoussoukro, 750 hectares. Et Bonois, 329 hectares. Donc, pour ces différentes zones industrielles, nous sommes à la recherche des partenaires à travers des partenariats publics-privés, en tout cas pour travailler, pour ceux qui souhaitent en tout cas investir dans ces secteurs-là. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement ont permis d'assurer environ la couverture en électricité de 80% du territoire national. En eau potable, nous sommes à 80% en zone urbaine et 70% en zone rurale. Venez investir en Côte d'Ivoire, un pays stable qui vous offre de l'électricité de qualité, qui offre de l'eau et qui a de belles infrastructures routières.
Cette édition de la CGCI Academy, tenue de concert avec le Forum de l'Alliance des patronats francophones dénommé REF, aura permis au grand bonheur des participants d'explorer des partenariats efficaces. Le business, entre guillemets, où les affaires sont en marche au sein de l'espace francophone et je m'en réjouis, ça mérite, je crois, une salle d'applaudissements pour tous ces entrepreneurs. Pour le patron de la CGCI, la vision est unique, se mettre ensemble pour aller plus loin en vue d'un développement accéléré au bénéfice des peuples. Je tire personnellement de ces 2 jours de travaux 2 principaux enseignements. Le premier est celui de la lourde responsabilité historique que nous avons désormais, nous, entrepreneurs francophones, de faire émerger une vraie francophonie des affaires. Le deuxième enseignement, ensemble, entrepreneurs ivoiriens, africains et francophones de tous les continents, nous irons certainement plus loin pour un développement accéléré, équitable et inclusif au bénéfice de tous nos peuples. Renforcer la compréhension des enjeux du secteur privé, renforcer l'état de droit pour sécuriser les investissements, affirmer une volonté politique forte pour le développement industriel sont entre autres résolutions adoptées. Au moment où nous nous apprêtons à refermer cette 2e rencontre des entrepreneurs de la francophonie, je voudrais insister sur 3 aspects qui me paraissent primordiaux pour le succès de notre entreprise commune. Le premier aspect qui doit irriguer la tonalité de notre état d'esprit, de nos réflexes, de nos axes, c'est le goût de la prise de risque. Le deuxième aspect, c'est l'optimisme. Le troisième et dernier aspect sur lequel je veux insister et qui peut paraître contre-intuitif dans un sommet réunissant des entrepreneurs et l'Alliance des patronats francophones, c'est le rôle dévolu à la puissance publique. Oui, les succès de nos entrepreneurs ne sont et ne seront jamais des succès solitaires. Et ils sauront se multiplier parce que les États de la francophonie sauront les accompagner. La 10e édition de la CGCI Academy autour du thème « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ?» referme ses portes ce vendredi. En santé, on s'arrête sur ce dossier consacré à Octobre Rose, le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Selon l'OMS, environ 685 000 femmes sont mortes de cette pathologie dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, mais le pays a engagé la lutte à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de 2018 à 2022. Au total, 1179 personnes ont complètement été prises en charge. On verra comment fonctionne ce centre et surtout la prise en charge des malades au CNRAO. Voici le dossier de Khalil Diomandé, Jamak Djadji. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer du sein n'est plus un drame. C'est la devise portée par le gouvernement. Une devise que ces quelques 150 employés du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO s'attellent à mettre en pratique quotidiennement. Ce centre offre la majorité des traitements spécifiques au cancer du sein, au nombre desquels la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui utilise des molécules qu'on met dans les perfusions, qui passent par perfusion et qui vont détruire les cellules du cancer. C'est dans cette salle de 8 box que se déroulent les séances de chimiothérapie. En moyenne, 40 patients sont reçus ici par jour. Sur les murs sont gravées des phrases de motivation, de quoi booster l'espoir de ces patients déjà éprouvés physiquement, moralement et surtout financièrement par la maladie. Beaucoup de patients qui viennent ici qui n'ont pas vraiment les moyens. Et quand on leur dit que le CNRAO permet aux patients de commencer leur traitement, même s'ils n'ont pas l'argent, et donner la possibilité aux patients de payer à leur rythme, c'est un grand soulagement. Les facilités de paiement du CNRAO, Rachel en a bénéficié. Diagnostiquée à 27 ans d'un cancer du sein, elle suit ses séances de chimiothérapie sans aucune bourse conséquente. D'abord, tu tombes malade parce que tu entends le coup. Tu retombes malade lorsque tu ne peux pas payer. Mais là, on te dit que tu peux. Tu peux même te soigner. Et puis même si ça va mettre 2 ans, ça va mettre 3 ans, tu payes un peu à ton rythme. Mais ça ne fait que te guérir. Comme Rachel, des centaines de femmes atteintes du cancer du sein ont été prises en charge au CNRAO, bien que n'ayant pas la totalité du montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022 s'élève
à 2 milliards 416 millions de francs CFA, tous subventionnés par l'État. Un autre dispositif mis en place pour soulager les victimes du cancer, l'unité de radiothérapie. C'est cet appareil qui permet de faire les traitements de radiothérapie. On l'appelle un appareil de VMAT. À l'heure actuelle, c'est la technique de radiothérapie la plus avancée. Qui permet de faire un traitement en tenant compte de la forme de la cible à irradier. Ce plateau technique a réussi à convaincre Mme Moustapha. La quinquagénaire, touchée par le cancer du sein en 2017, envisageait se rendre au Maroc pour sa radiothérapie. Un projet qu'elle abandonne finalement en se tournant vers le CNRAO. Le coût au Maroc est plus élevé pour la radiothérapie d'abord. Vous allez payer le billet, vous allez payer l'hôtel, vous allez vous faire accompagner par quelqu'un. Je ne regrette en rien de ne pas aller au Maroc pour me faire traiter, pour faire la radiothérapie. Parce qu'au CNRAO ici, tout est complet. Outre les méthodes spécifiques de traitement du cancer du sein, le centre instaure des soins d'accompagnement. Au premier rang, l'assistance psychologique. Vous savez, le sein, il est symbole de féminité. Il est aussi symbole de maternité, mais il est aussi symbole de sexualité. Alors, lorsque cet organe est touché, c'est toute l'identité de la femme qui est touchée. Elle se dit qu'elle n'est plus une femme. C'est la raison pour laquelle nous écoutons ces personnes, nous essayons de comprendre quelles sont leurs angoisses pour pouvoir les accompagner avec le soutien psychologique. La pathologie affecte bien souvent le physique des malades. Cette cabine, baptisée la Maison Rose de la Beauté, est justement implantée pour les maintenir en beauté. Nous voulons leur faire comprendre que la vie n'est pas terminée, qu'elles fassent des soins de beauté, des soins de peau, des nettoyages de peau, manicure, pédicure, bref, tout ce qu'on fait dans un salon de beauté, nous l'avons à disposition ici, c'est pour elles et ça leur permet justement de savoir qu'elles ne sont pas terminées et de revaloriser leur estime de soi. Il y a de cela 2 ans, Madame Moulard, affectée par la maladie, perdait ses cheveux en raison de la chimiothérapie. Sa chevelure reprend du volume grâce à la trichologie. J'ai oublié que j'étais malade. J'ai une tête, je me coiffe normalement, j'ai refait des dreads parce que c'est ce que j'aime. Et je me dis que ça va pousser, ça sera encore plus long. J'ai l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Et avoir l'espoir de voir ses cheveux pousser, c'est qu'on a l'espoir aussi de savoir qu'on va guérir de la maladie. 1179 cas de cancer du sein sont traités au CNRAO depuis son ouverture le 25 janvier 2018 au 31 mars 2022. À ce jour, des médicaments anticancéreux sont octroyés gratuitement aux patients par l'État de Côte d'Ivoire. Ces médicaments-là permettent qu'on ne peut pas tuer une cellule, de la faire dormir. Et tant qu'une cellule du cancer dort, elle n'est pas dangereuse. Prestations de qualité, plateau technique de pointe, accessibilité financière, autant de facteurs qui font aujourd'hui la renommée du CNRAO. En 2020, on dénombrait 3306 cas de cancer du sein en Côte d'Ivoire. À ce jour, la prise en charge du cancer s'élève à 3,5 milliards de francs CFA, dont 2,4 milliards pour les particuliers non assurés et 1,1 milliard de francs CFA de prise en charge institutionnelle à 100% délivrés par l'État. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre centre de radiothérapie est en voie de finition à Grand Bassam. Le message à l'endroit des populations reste le même, se faire dépister tôt afin de gagner le combat contre le cancer du sein. Le dossier de ce soir, cancer du sein, gros plan sur le CNRAO. La commission électorale indépendante prépare la révision de la liste électorale à l'étranger. L'opération démarre le 26 novembre. Une délégation de la CEI s'est rendue au Gabon. Elle a installé le bureau de la commission des représentations diplomatiques. Les Ivoiriens de la diaspora également sensibilisés sur l'importance de cette révision. Moussa Konaté. La commission électorale indépendante à Libreville, la délégation conduite par Émile Ebrouti, est dans la capitale gabonaise pour installer le bureau de la commission électorale des représentations diplomatiques du Gabon et former les 8 commissaires locaux sur la révision de la liste électorale qui se déroulera du 26 novembre au 10 décembre prochain. Au thème de l'élection du bureau, Issoufou Diaby, Serge Kinampina et Konan Denis Doboli sont élus respectivement président, vice-président et secrétaire. Au cours de leur formation, Émile Ebrouti a rappelé aux commissaires locaux le caractère indépendant et l'importance de leur mission. Les commissaires qui ont été installés sont l'émanation des partis au pouvoir, des partis de l'opposition et de représentants de monsieur l'ambassadeur. Évidemment, quand vous devenez commissaire, vous devez couper avec votre mandat. Parce que vous ne pouvez pas être commissaire
et en même temps servir un mandant. Et je précise que leur mission est juste pour la durée de l'activité. Donc quand on aura une autre activité, on reviendra pour installer une nouvelle commission. Cette commission qui est installée, elle est installée pour la révision de la liste électorale. Après cette séance de formation, le commissaire de la CEI s'est entretenu avec la communauté ivoirienne résidant au Gabon. Émile Ebroutier leur a rappelé leur devoir citoyen, celui de participer à l'opération de révision de la liste électorale. Pour ce faire, il faut être détenteur d'une carte consulaire ou d'une carte nationale d'identité ivoirienne ou d'un passeport biométrique ivoirien. Sont concernées par la révision de la liste électorale les personnes déjà inscrites sur la liste et désireuses de changer de lieu de vote ou de modifier leurs informations personnelles et les personnes âgées de plus de 18 ans non inscrites sur la liste électorale. Et la cérémonie de clôture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion a eu lieu ce mercredi à Grand-Bassam en présence des partenaires techniques et financiers du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Après des rencontres, un manuel de stratégie pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire a été élaboré pour le ministre Kouadio Konan Bertin. Ce manuel aidera les populations ainsi que son ministère à mieux s'approprier la notion de paix. La mise en œuvre effective de l'accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a démarré en 2019. Cet accord garantit à la Côte d'Ivoire le libre accès au marché européen pour les produits ivoiriens. Une rencontre technique a permis d'harmoniser les règles. Laure Goretti et Rigoré. Une vingtaine d'experts ivoiriens et européens réunis, ils planchent sur l'API, l'accord de partenariat économique intérimaire. Il s'agit d'une mise à niveau de cet accord. La démarche a pour but d'épouser l'ère du temps. C'est depuis 2008 que cet accord entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne existe. Cette nouvelle vision s'inscrit dans le cadre du PAP, le projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique. C'est un programme important pour l'Union européenne parce que c'est le programme qui permet d'appuyer la mise en œuvre d'un accord économique que nous avons signé avec la Côte d'Ivoire qui s'appelle l'accord de partenariat économique. Cet accord est important parce que c'est celui qui permet de régir les échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un projet pour accompagner donc la mise en œuvre de cet accord qui est un accord de libre-échange et qui va donc impacter un nombre important de secteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand on voit l'importance du flux commercial entre l'espace européen et la Côte d'Ivoire, la balance commerciale elle est au profit de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui peut toucher des réformes qui vont impacter cette balance, il faut que nous puissions regarder ça de près et puis travailler à tirer le meilleur profit. L'objectif général du projet est de renforcer la croissance économique de la Côte d'Ivoire et de façon spécifique, il s'agit d'améliorer la mise en œuvre de l'APE intérimaire et la stratégie nationale de mise en œuvre de l'APE. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora entend ainsi dépoussiérer les accords et les dossiers qui existent depuis plusieurs années. Au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants se forment en genre, en économie et en gestion durable de l'eau et environnement. Un diplôme de master international est lancé par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. La formation va durer 2 ans. C'est l'un des axes majeurs de cette chaire pilotée par Ifrazi Kwasi, Yao Davis, Oyo, Walter Amadou Ouattara. Après 14 années de lobbying, c'est enfin officiel. Le Master international en genre, économie et gestion durable de l'eau est ouvert en Côte d'Ivoire. Une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Cette formation vise à promouvoir davantage les spécialités pour la parité du genre, la gestion de la question environnementale et celle de l'eau dans les interventions du développement durable. Ce master offre 4 possibilités. Il y aura les questions spécifiquement de genre, cadrage macroéconomique, il y aura le genre et le changement climatique, le genre et la qualité de l'eau. Nous voulons que ces matières-là soient ancrées dans la vie des personnes qui vont les apprendre. Donc ces étudiants-là, ils pourront postuler au niveau international. Ces organisations internationales ont besoin d'experts
pointues. Ces étudiants pourraient constituer la première promotion de ce master international. Une formation de 2 années en théorie et pratique qui leur permettra d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Faire partie de la première promotion du lancement du master en genre, c'est vraiment un privilège pour nous parce que nous allons avoir d'abord des formations qualifiantes et de qualité qui vont nous permettre de nous insérer facilement dans le monde professionnel et de comprendre toutes les questions relatives au genre. Le Master international en genre, économie et gestion durable de l'eau, avec un programme de doctorat en perspective, fait partie des axes essentiels de la chaire UNESCO. Et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, a effectué une visite de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Au menu de son agenda, elle a échangé avec la ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarque, ce jeudi. Des échanges qui ont porté sur le 18e sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie, et l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Les artistes comédiens ivoiriens Zongo et Tao de retour sur la scène. Ils sont en spectacle ce samedi au Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville. Après quelques années de pause, ces pionniers de l'humour reviennent avec un spectacle dénommé Immigration Kabako. Zongo et Tao veulent également sensibiliser les populations sur les dangers de l'immigration clandestine. Ils utilisent donc le canal de l'art, notamment de l'humour, pour mettre en exergue les douleurs et les souffrances des candidats à ce voyage dangereux. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne peut pas passer la nuit dans les guenilles et nier que l'on n'a pas de pouls. Dieu le voulant, on se retrouve demain.